Bonjour à tous. Donc on va enchaîner sur cette deuxième session de la journée. Vous avez vu les agents juste avant si vous y étiez. Aujourd'hui, on va parler des agents, mais plutôt côté développeur. Je suis Bastien Sivera, je suis solution architect à AWS. Je travaille beaucoup sur les sujets de GenAI pour les développeurs. J'avais fait l'année dernière une session sur la même thématique, donc on va voir les petites évolutions ensemble cette année. Et en fin de session, je serai accompagné de Mathieu d'Orisha qui viendra vous présenter son retour d'expérience et comment est-ce qu'il s'en servent réellement au quotidien. Sans plus attendre le menu du jour. Donc, on va revoir ce qui s'est passé il y a très longtemps, c'est-à-dire l'année dernière en 2024. Ensuite, on parlera de tous les buzzwords du moment, les agents, le vibe coding, le MCP, etc. Après, un focus sur Kiro, l'IDE par Amazon fraîchement sorti pendant l'été. Et enfin, comme je disais, le retour d'expérience avec Mathieu. Petite mise au point, comme ça tout le monde sera au même niveau, vous aurez le vocabulaire et tout le monde sera content. Vous avez plusieurs expériences chez Amazon quand vous voulez faire de la GenAI pour développer. Vous avez la première, ça va être l'extension dans votre IDE favori. Votre VS Code, votre JetBrains, votre PHP Storm, etc. Vous pouvez mettre l'extension Amazon Q Developer dedans et vous avez les features de GenAI. Si vous préférez une expérience plutôt terminale, c'est ma préférée et c'est celle que vous verrez dans les démos après, vous avez aussi le plugin QDeveloper qui est disponible. Et comme je disais en introduction, on fera un focus sur Kiro, l'IDE. Donc on avait plein d'idées en IA chez Amazon, on avait besoin de les mettre ensemble, et on les a rassemblées dans un IDE qu'on a appelé Kiro, avec un joli logo. Et bien sûr, ces trois outils, depuis la semaine dernière, vous pouvez les utiliser avec Sonnet 4.5, fraîchement sorti par Anthropic lundi dernier. Juste un petit rappel sur qu'est-ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc des features qui normalement ont commencé à rentrer dans les mœurs et sont acquises. Tout ce qui est autocomplétion, on fait ça maintenant depuis plusieurs années. Tout ce qui va être chatbot et revue de sécurité. Donc je parle à ma Codebase, je lui demande des choses, etc. Normalement vous êtes habitué, on ne reviendra pas dessus. Et en fin d'année dernière, on commençait à voir les premières intégrations en dehors de l'IDE, plus côté CI/CD. On avait l'extension avec GitLab, qui est sortie juste en fin d'année dernière. Et en début d'année, on a eu l'extension avec GitHub qui a été ajoutée. Donc aujourd'hui, si vous allez sur GitHub, elle est accessible à tout le monde. Vous allez dans vos extensions, vous l'activez, et derrière, vous allez pouvoir parler avec vos pull requests, avec vos issues. Donc, c'est-à-dire que vous allez commencer à décrire votre issue, le problème, etc. Vous validez le commentaire, et derrière, vous l'assignez à Amazon Q, qui va commencer à traiter et va échanger avec vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on en est au stade où on n'a même plus besoin d'IDE pour faire des changements sur du dev. Donc ça, c'est pas trop mal. Si on regarde un petit peu, si on prend un petit peu de recul, où est-ce qu'on trouve de l'IA? En fait, on en trouve partout. On va en trouver dans la codebase, donc essentiellement, je prends un chatbot, je discute avec, etc. Dans ce chatbot, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, etc., vous allez discuter. Donc, je veux faire telle modification, comment est-ce que tu planifies de le faire? J'ai tel requirement, j'ai telle feature à implémenter, il faut faire des tests, etc. Donc, vous planifiez avant d'exécuter. Vous allez coder avec de l'IA, on le verra de plein de façons ensuite. Puis suite à ça, on va déployer. Donc, vous avez vu dans la petite vidéo de GitHub juste avant, donc vous avez l'intégration dans la CI/CD. Le but du jeu, ça va être de vérifier la pull request, la qualité du code, faire des changements, etc. Et enfin, vous avez aussi de l'IA qui est dans toute la partie plus opérationnelle. Votre application, vous l'avez déployée. Et ben l'idée, ça va être que Amazon Q se connecte au log, vérifie que l'application marche bien. Si elle marche pas, récupérer les erreurs, aller corriger automatiquement la codebase, etc. Donc tout ça, vous avez de l'IA partout. En général, quand on parle d'IA pour les développeurs, tout le monde pense direct éditeur de code, IDE, et ne va pas plus loin. Gardez en tête qu'il y en a vraiment partout, et ça devient très puissant quand vous mettez toutes ces IA ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo-là.
Donc l'intérêt, c'est pas tant l'application qui est en train d'être codée en bas, c'est comment elle va marcher. Donc là, ce que vous voyez, là, je suis sur un de mes projets aléatoires sur lesquels j'ai travaillé dans l'année, des projets génériques, on va dire. C'est une application que je veux déployer dans un conteneur sur AWS et derrière, je veux y accéder en public depuis une URL en HTTP derrière le load balancer. Rien de compliqué. Et donc là, j'ai juste demandé à Amazon Q, et je veux faire un changement dans mon application. Donc là, je commence à parler, il m'a trouvé le changement à faire. C'est juste un paramètre que je change d'une valeur à l'autre, rien de compliqué. Et là, je lui ai demandé juste un simple redéploie-moi tout ça. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que là, vous voyez qu'il est en train de me redéployer directement mon application dans AWS. Donc là, je suis en train de sortir de mon IDE. C'est vraiment, il a pris ma codebase, il a compris que c'était une stack CDK, et là, il est en train de me le déployer. Directement, sans que j'ai eu besoin de lui préciser, c'est une stack AWS, déploie comme ça, utilise tel credential, etc. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ça tout seul, juste avec un simple déploiement? Parce que dans ma codebase, j'ai un README là, qui défile en haut, qui contient les instructions. Il y a le projet, il y a l'architecture, il y a les commandes à utiliser pour build et déployer le conteneur, etc. Et j'ai aussi une doc, là, qui est en train de défiler derrière moi, qui en fait explique comment est-ce qu'on vérifie que l'application elle marche bien une fois déployée. Et c'est là que ça va être intéressant, parce que votre chatbot, il va déployer l'application, et sans que vous ayez besoin de lui écrire un pavé de 5 lignes, il va savoir vérifier qu'elle a été correctement déployée. Et c'est là que ça devient très très intéressant comme technologie. Parce que au début, j'avais mon changement, il a été exécuté, il est en train d'être déployé, et ensuite j'ai mon Amazon Q qui va vérifier en live sur mon compte AWS que j'ai le bon résultat voulu. C'est ce qu'il est en train de faire là, donc là vous le voyez, si vous arrivez à les lire, il est en train de se connecter à mon cluster ECS avec des commandes AWS qui génèrent à la volée, et il va vérifier l'état de santé. Et donc là, il finit par me conclure, voilà, j'ai fait le changement, etc. Ton DNS, c'est ça. Donc là, avec cette petite démo, je vous ai montré tout le cycle qu'il y avait juste avant. Ça, c'était la fin de l'année dernière. Maintenant, on va essayer de creuser un petit peu qu'est-ce qu'on fait de sympa depuis 2025. Normalement, vous avez tous entendu parler d'agents, surtout que je ne suis pas à la première session de la journée. Donc, côté agent, juste pour remettre tout le monde à niveau, ça a des entrées, ça a un objectif à atteindre, explicite. Ça va utiliser des outils, mais surtout, ça va choisir de façon autonome quel outil utiliser. Donc, ça va raisonner. Et c'est l'autonomie qui est le principal critère. C'est vraiment entrée, sortie, il se débrouille au milieu pour exécuter l'action que je lui demande. Donc nous, en l'occurrence, on utilise des agents de code. Donc j'ai un besoin d'entrée, je dois avoir un résultat validé, fonctionnel en sortie. Même chose, dans les grosses tendances de l'année, tout ce qui va être MCP, Model Context Protocol, vous commencez à les voir dans les applications GenAI, mais si vous traînez dans tout ce qui est développement directement, c'est quasiment devenu indispensable. Donc ça va vous permettre de connecter votre Amazon Q ou n'importe quel autre outil d'ailleurs au monde extérieur avec différents MCP qui viennent de plusieurs fournisseurs. Donc ce que je vais mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'on a un GitHub public que vous pouvez retrouver facilement, il s'appelle AWS MCP Server, qui contient 52 MCP Server, peut-être 53 en venant, j'en ai vu un nouveau qui a été mis en place. Vous avez vraiment des MCP pour interagir avec tout l'environnement AWS et autres facilement. Il y en a il y a un de mes favoris, c'est un qui s'appelle juste Frontend. C'est pour connecter facilement du React à un backend AWS. Il se charge d'expliquer au LLM comment est-ce qu'on connecte les deux univers de façon sécurisée, de façon optimisée, etc. Donc vous gagnez énormément de temps avec tout ce qui est disponible là-dessus. Et je le redis, si jamais vous voulez pas utiliser Amazon Q qui reconverra, bon, c'est une erreur, mais
vous pouvez l'utiliser avec n'importe lequel des outils du marché. On va parler un peu de vibe coding. C'est à la mode. Vous êtes peut-être même venu pour ça. Donc dans le monde d'avant, on va appeler ça le dev classique. On avait une idée, il se passait un certain temps, on travaillait, on avait un résultat. Puis après, on a commencé à avoir des outils d'autocomplétion, de chatbot, donc ce qu'on appelle le développement assisté par l'IA. On a réduit ce temps, on a été plus vite. Après, en 2025, on a le vibe coding d'après Internet. Ça ressemble un peu à ça. J'ai une idée, il se passe des choses, je sais pas trop, je tape plusieurs prompts, j'ai un résultat, je me rends compte que ça marche pas, et je suis obligé de refaire une deuxième version derrière. La réalité, c'est que passer cette petite présentation, si vous regardez le potentiel de cette technologie, vous allez arriver à mettre ce vibe coding sur des rails. On va voir comment un petit peu après. Et là, vous allez réussir à vraiment gagner du temps. C'est juste que ce sera plus une ligne droite, mais à la limite, c'est pas très grave. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, côté AWS, on a une certaine vision là-dessus sur le développement. C'est ce qu'on a appelé, qu'on commence à appeler tout ce qui est AI-driven framework. Donc, je vous laisserai le chercher si vous voulez voir plus en détail, mais je vous ai mis les principales idées qui découlent de ce framework. La première, ça va être essayer au maximum d'être itératif dans ce que vous voulez. Délimiter des périmètres, des actions. Comme je le disais tout à l'heure, un agent, ça a un objectif de départ et ça doit atteindre un objectif à l'arrivée et il faut qu'il se débrouille au milieu. Éviter de lui mettre 10 objectifs dans la même demande, ça ne marche pas. Pour l'avoir essayé pas plus tard qu'hier, de faire un workflow avec 10 agents qui s'enchaînent, croyez-moi, ça marche pas du tout. Le petit 2, ça va être de planifier en amont. On commence à voir des stats, vous connaissez le fameux 4-20-20. Avant, on réfléchissait, puis derrière, on développait tout pendant énormément de temps, parce qu'on n'avait pas les outils pour aller plus vite. Ce ratio, il est en train de s'inverser. Il faut que vous passiez plus de temps à la conception, discutez avec votre codebase, construisez le plan d'action, mettez les prérequis, qu'est-ce que vous attendez explicitement en output, comment est-ce que ça doit être validé, avec quel genre de test unitaire je dois ajouter, etc. Donc planifiez ce que vous voulez faire. Et c'est peut-être parmi toutes les étapes-là, celle qui va être la plus importante, parce que c'est celle qui influence le plus sur la qualité de ce qui va être généré. Donc voilà, passez du temps à planifier avant de lancer la génération de code directement. Donner du contexte à Amazon Q, qu'on verra juste après. Par contexte, ce que j'entends, ok, vous êtes dans une session, vous lui demandez plein de choses en vibe coding et tout. La journée se termine, vous fermez tout, vous arrivez le lendemain et vous voulez continuer. Et ben votre LLM, il a tout oublié. Donc pour ça, il y a des petites techniques. Donc il y a celle que je vous ai montrée dans la démo juste avant. Ça va être de lui créer des fichiers de doc spécifiques de mémoire du genre, voilà, comment est-ce que je vérifie que mon application est bien fonctionnelle? Ben, c'est écrit dans telle documentation. Et vous pouvez configurer votre Amazon Q pour lui dire, ben, à chaque fois que tu te lances, tu relis toute cette documentation et tu le charges dans ta mémoire. Et comme ça, vous commencez à avoir un outil qui se rapproche un peu plus d'un être humain. Le jeudi, il se rappelle de ce qu'il a fait le mercredi à 16h. Normalement, tout le monde ici y arrive. Donc voilà, ce qui va être important, c'est donner du contexte, donner de la mémoire à vos outils. Vous allez avoir aussi, donnez-lui vos règles, Donc qu'elles soient métier, business, technique, du genre si vous avez certaines contraintes, etc. Vous avez, vous avez plusieurs façons dans Amazon Q. On appelle ça vulgairement des fichiers de règles, mais vous avez plusieurs façons de faire passer cette information. Comme ça, le code qui va être généré va suivre de façon obligatoire ces règles-là, et du coup, respectera bien vos guidelines, sera de bonne qualité, vous n'aurez pas besoin de le reprendre ensuite derrière. Et la quatrième, elle reboucle un petit peu avec ce que je disais au début de la présentation, ça va être intégrer ça dans un cycle complet de développement.
C'est pas parce que vous êtes dans votre IDE que vous générez du code. Ok, ça y est, c'est fini, je peux l'envoyer comme ça. Derrière, normalement, vous allez faire un commit, ça va arriver sur un dépôt, ça va déclencher un pipeline, etc. Et j'en passe. Et bien, dans chacune de ces étapes, vous pouvez aussi mettre un autre agent IA dont le job, ça va être d'évaluer la qualité, de vérifier les erreurs, de vérifier que les changements sont pas trop majeurs, bref, tout ce que vous voulez vérifier, qui va en fait permettre d'augmenter la qualité de ce que vous avez généré purement dans votre éditeur. C'est là que ça devient vraiment très intéressant. Parce que même si le code généré, quand vous êtes dans votre éditeur, est pas bon, pas au bon niveau, etc., vous savez que vous avez une ou deux autres couches d'IA derrière qui vont repasser dessus, qui vont vérifier, du peer review d'IA, si on peut dire, qui vont du coup empêcher les erreurs ou la baisse de qualité. Donc voilà. Donc ça, c'était les règles théoriques. Je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait avec Amazon Q. On peut mettre des fichiers un peu partout. Je vous ai montré la démo que ça marche. Du coup, maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de Kiro. Kiro, c'est l'IDE par Amazon, où justement, on était un petit peu à l'étroit juste avec les extensions des différents éditeurs, et on a voulu intégrer nos propres notions à l'intérieur. Et donc, pour ça, on a créé un fork de Visual Studio Code. Et ce fork de Visual Studio Code, on l'a customisé pour intégrer notre vision de la GenAI, chez AWS pour les développeurs. Aujourd'hui, je ne vais pas faire le tour de tout Kiro, je voudrais mettre le focus sur les deux features que vous avez derrière moi. Il y en a une, ça va être tout ce qu'on va appeler développement par les specs. On le verra en démo tout à l'heure. L'idée derrière ça, c'est de vous aider justement à faire la phase de planning, d'implémentation dont je vous parlais juste avant. Donc, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, quelles sont les règles de ma boîte, de mon projet, quelles sont mes contraintes techniques derrière, etc. L'idée, c'est de vous aider à gérer tout ça, à le créer, et derrière, ça va permettre de cadrer toute la génération. Donc si je reviens sur le slide de verb coding, ce sont les petites barrières qui permettent de faire en sorte que le vibe coding, il reste dans ce que vous aviez en tête et qui dérive pas trop. Donc ça, on le verra juste après. L'autre fonctionnalité que je voulais mettre en avant, ça va être tout ce qu'on appelle hook, déclencheur en français. L'idée derrière ça, c'est de vous aider à faire des opérations récurrentes de façon automatisée. Typiquement, imaginons, vous avez un fichier de règles, vous avez tout à l'intérieur, toutes les règles de sécurité sur comment doit être configuré C2, S3, ou bref, des règles sur comment marche mon infra chez moi. Vous allez mettre ce fichier de règles. Le code qui va être généré va suivre ces règles. Après, vous allez sûrement l'éditer vous-même. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez sauvegarder votre fichier, vous avez un agent en arrière-plan qui va se déclencher et qui va aller revérifier ces règles de sécurité parce que vous lui avez demandé. Voilà. Si vous avez créé un déclencheur, vérifie ma sécurité à chaque fois que je sauvegarde un fichier ou à chaque fois que je fais un commit Git, eh ben, dès que ces actions vont être capturées par Kiro, elles vont se déclencher, vous pouvez les voir tourner sur le côté, et derrière, ça va vous garantir que sur cette thématique-là, vous avez toujours le bon niveau. Les autres exemples qu'on va trouver très régulièrement, ça va être mets à jour la doc, mets à jour les schémas, etc. À chaque fois que tu as un Git, ou comme ça, vous avez une codebase qui reste contrôlée, propre. Donc là, on va le voir fonctionner en vrai. Donc sur le panneau gauche de Kiro, vous avez un menu hook. Et là, en l'occurrence, vous voyez sur la vidéo, c'est un projet. Donc c'est une application web générique. Et on veut qu'elle soit multilangue. Donc il y a une certaine façon de faire pour que
les traductions soient bien gérées en permanence. Et bien là, je suis en fait là, je suis en train de créer mon hook qui va garantir que mon application web, elle va garder toutes mes best practices et toute la bonne configuration pour gérer ce multilangue. Donc là, ce que vous voyez à peu près au milieu de l'écran, l'action elle va se déclencher à chaque fois qu'un fichier est sauvegardé sur la codebase. Et elle va exécuter à chaque fois que ça va arriver, il y a le prompt qui est juste au-dessus, qui est juste en dessous, qui va se déclencher. Et donc dans ce prompt, vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes d'action. À chaque fois que le fichier va être déclenché, il va y avoir ce prompt exécuté qui va faire les vérifications. Donc là, en l'occurrence, ça peut être vérifier qu'il n'y a pas de valeur hardcodée dans certains fichiers, ça va être toute la traduction doit être à un certain endroit, etc. Donc, c'est ce que ça fait. Si on revient sur la partie spec, comment est-ce que ça marche? On va commencer avec une première partie où où on va littéralement parler avec le chatbot, on verra juste après, donc on est sur une expérience chatbot. Sauf que Kiro est fait en sorte de ne pas produire le code tout de suite. Donc il va vous écrire les specs. Une fois que vous validez ces différentes spécifications business puis techniques, la génération de code va commencer. Et là où ça va être intéressant, c'est que la génération, elle va boucler sur elle-même jusqu'à atteindre les spécifications que vous avez demandées. Donc c'est pas grave si le code généré est entre guillemets pas bon, parce que tant que ça ne correspond pas à ce que vous avez défini pendant la partie implémentation, eh ben vous avez l'outil qui va boucler. Et une fois que le code a été généré, c'est bon, vous pouvez le déployer et vous savez que vos spécifications auront été bien inspectées. Donc là, on va le voir en action. Donc tout commence sur le chatbot à droite. Donc quand on passe le chatbot en mode spécification, je vais aller lui demander ce que je veux faire. Donc là, en l'occurrence, plutôt que de lui décrire tout mon besoin, je lui dis explicitement connecte-toi à Jira, va vérifier le ticket. Je crois que je lui donne un nom. Ouais, c'est ça. Je lui donne un nom de ticket. Et derrière, on a Kiro qui va aller lire le Jira, comme vous l'auriez fait vous-même. Donc là, vous le voyez appeler le MCP dont on parlait précédemment. Donc il va récupérer du contexte, il va comprendre ce qu'il doit faire. Et là, on le voit commencer la création de ce qu'il appelle requirement.md. Donc c'est ce qui s'affiche derrière. Requirement, c'est les spécifications métiers / business. Donc littéralement, il a été écrire des user stories et comment est-ce qu'on accepte, etc. Ensuite, on a le design. C'est la version technique des requirements. Donc à quoi va ressembler mon architecture, quel composant il va mettre, quel langage, quel framework, comment il va le configurer, etc. Comment ça s'exécute. Et ensuite, vous avez, il coupe ça en différentes actions. Donc des actions plus petites, c'est ce que je disais précédemment. Essayer de faire des modules qui soient itératifs. Plutôt que de lui demander, code-moi un projet entier, et il le segmente lui-même en plusieurs petites actions qu'il va pouvoir déclencher les unes à la suite des autres. Et donc, après, il ne vous reste plus qu'à exécuter ces actions, le laisser coder, et vous avez la garantie que le code généré correspondra à vos diverses spécifications. Donc ce que je disais, vous allez passer dans ce mode-là beaucoup plus de temps sur la partie réflexion, planification, implémentation, qu'au final sur la partie code. Donc c'est un métier qui a légèrement évolué, c'est plus exactement la même chose. Par contre, le résultat est différent. Et pour la suite, je vais passer la main à Mathieu Torisha, qui va vous parler de sa propre expérience avec tout ce qui est Amazon Q. Merci Bastien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mathieu Kiffer. Alors, je vais déjà tester ça. Hop. Ouais. Parfait.
Donc je suis expert IA chez Orisha. On est, une entreprise spécialisée dans le logiciel, métier B2B et donc on est à peu près, 3 000 employés aujourd'hui, répartis sur 20 localisations, dont une grande partie en France, aussi en Espagne, aux Pays-Bas. On a plus de 70 produits qui sont gérés par une trentaine de filiales, au sein de 5 business units et donc les business units, elles sont ici: commerce, immobilier, health and safety, agri-food, construction. Et donc pour vous donner un petit exemple de type de logiciel, par exemple enfin, dans la BU commerce, on va avoir des logiciels par exemple de gestion de caisses enregistreuses pour des commerces, des bureaux de tabac, des magasins de sport comme Decathlon par exemple. Real estate, on va avoir des logiciels de gestion immobilier, des logiciels à destination des patients ou des médecins, des logiciels à destination de la gestion de culture pour les agriculteurs par exemple, ou encore des logiciels de gestion et planification de chantier côté construction. Et donc, on a un contexte assez riche. On a plus de 50 000 clients aujourd'hui et plus de 10 partenaires techniques, dont AWS. Et dans ce contexte, du coup, moi, je m'occupe de l'adoption, on va dire, de l'IA au sein de l'ensemble des business units. Donc, ça va du simple, entre guillemets, assistant IA personnel que tout le monde utilise à la réalisation de POC ou au copilotage de projets au sein des filiales pour apporter des fonctionnalités IA dans les produits. Ça passe aussi par le support client où il y a une grande thématique d'augmentation avec l'IA, IA chatbot, IA vocal pour répondre au téléphone, ce genre de choses. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui pour cette session, c'est le dev assisté par l'IA et le vibe coding. Et c'est une grande thématique sur laquelle je travaille actuellement. On a environ 500 devs répartis dans les filiales, donc ça fait pas mal de monde justement. Et on veut augmenter la productivité pour pouvoir développer des features plus rapidement en particulier. Donc on a cet enjeu-là. Et je vais vous faire un petit retour d'expérience de pourquoi contexte. Donc on entend tout et son contraire aujourd'hui sur le plan de l'IA et en particulier sur les métiers et le métier de dev. Certaines personnes disent que ça va totalement disparaître dans quelques années, d'autres disent que justement c'est un des métiers qui ne va pas disparaître. En réalité, il y a une grande constante dans tout ça. On peut être d'accord ou pas avec certaines affirmations. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'IA, elle est en train de changer le monde professionnel et on doit s'adapter. Et en particulier, en tant qu'entreprise spécialisée dans le logiciel, la barrière à l'entrée pour développer des applications, les mettre en production, elle est beaucoup plus basse qu'avant. Donc des personnes qui ne développaient pas sont aussi capables de se mettre à développer, en particulier avec le vibe coding. Et donc pour rester compétitif sur le marché, il faut aussi qu'on utilise l'IA, voilà, qu'on utilise l'IA comme levier dans les cycles de développement, entre autres, et puis partout évidemment dans les autres thématiques d'IA dans l'entreprise. La vision qu'on a vis-à-vis du dev assisté par l'IA, c'est la suivante. Il y a 3 grandes thématiques. Premièrement, augmenter et non pas remplacer. On a entendu ça déjà toute la matinée aussi, et c'est vrai aussi pour nous. On veut augmenter nos devs avec les outils d'IA pour augmenter la productivité en équipe individuelle, en équipe, et donc pouvoir aussi déployer des fonctionnalités plus rapidement, par exemple. Deuxièmement, la formation qui est essentielle. On se dit qu'en formant les devs proprement à l'usage de ces outils, en connaissant les bonnes pratiques, c'est là qu'on va avoir un gain réel en productivité et non pas plus de dettes techniques parce qu'on utilise mal les outils et donc ils deviennent contre-productifs. L'idée, c'est justement de booster la productivité. Donc la formation, elle est essentielle. Et dernièrement, la mise à échelle, la scalabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir fournir à l'ensemble des équipes techniques des outils de manière centralisée. Donc le siège chez Orisha gère les licences Amazon Q, par exemple, pour l'ensemble de nos devs. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune barrière à l'entrée aussi des différentes équipes dans les différentes filiales, que tout le monde ait directement accès aux outils et se mette directement à les utiliser. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Je vais me mettre de ce côté. Alors, sur la gauche, ça, on en a déjà parlé avec Bastien tout à l'heure, c'est les principales fonctionnalités des outils comme Amazon Q, Kiro également. Ici, sur la droite, on a les principaux cas d'usage
Chez Orisha, on est concerné par l'ensemble de ces cas d'usage. Certains plus que d'autres, statistiquement. Par exemple, on voit ici du vert au rouge, on va dire le niveau de supervision humaine nécessaire pour que ça fonctionne réellement et que ce ne soit pas contre-productif. Et donc chez nous, par exemple, comme on a beaucoup de filiales et certaines qui sont sur des anciennes stacks technologiques, la refacto de code en haut à droite, c'est probablement le plus important. Là, on a le plus de cas d'usage aujourd'hui. Ça nécessite une bonne supervision humaine. Bien sûr, la création de code, hein, de manière générale, c'est quelque chose qui doit être supervisé avec dont on a parlé tout à l'heure. On reviendra dessus sur le spec-driven development, justement, ou le AI-driven development. Après, il y a des cas d'usage un peu plus simples, entre guillemets, donc créer des tests unitaires. On sait que tous les devs adorent faire des tests unitaires, mais en tout cas, on peut, avec l'IA, faire ça de manière relativement simple. En tout cas, c'est quelque chose de moins risqué que de créer des lignes de code de zéro, on va dire des lignes de code critiques de logiciels. Le prototypage en bas à gauche, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et par exemple, nos équipes IA, on est capable de déployer des prototypes, de démos très facilement avec un très fort gain en productivité parce que ce sont des systèmes moins critiques. Donc là aussi, on a un gain très fort. Donc, pour les devs dans les filiales qui bossent sur les produits, mais aussi, on va dire, au siège et partout où on fait de l'IA et du prototypage. Comment on fait en pratique pour maximiser le gain en productivité? Donc ça, c'est une grande question. Il y a des études très intéressantes qu'on peut lire en ce moment. Alors, il y a, je sais, une étude en cours de Stanford University sur plus d'une centaine de milliers de développeurs à travers le monde. Et ces études voilà, donnent un certain nombre de chiffres moyens, tout type de développeurs confondus, qui utilisent bien l'IA, qui ont été formés ou non à l'IA, voilà, différents niveaux techniques. Et ça permet de lister un petit peu les facteurs clés qui influencent le gain en productivité, positivement ou négativement. Et on a dans tout cela donc la complexité de la tâche, forcément simple ou complexe, la maturité des projets, greenfield, plutôt des projets from scratch, plus facile, et des projets bien matures, on va dire brownfield, legacy, voilà, c'est ce on a beaucoup en pratique en général chez nous. La taille de la codebase, la popularité du langage. Bien sûr, on sait que sur des langages plus anciens, voilà, il y a moins de données, il y a moins de choses pour alimenter l'IA, pour alimenter les modèles, pour entraîner les modèles d'IA génératifs. Par contre, ça n'empêche pas de faire de la refacto de ces anciens langages vers des nouveaux langages, et avec l'AI coding, ça marche plutôt bien. Et au centre de tout ça, on a vous, en tout cas les personnes qui sont devs ici parmi vous, et tous les devs en général, qui est le levier, on va dire, principal là-dedans. C'est en sachant utiliser ces outils de code assistés par IA correctement. C'est comme ça qu'on maximise le gain en productivité. On voit en bas à gauche, par exemple, un projet, une tâche simple sur un projet Greenfield. On peut avoir des stats qui montent en moyenne à 35-40% de gain en productivité. Ça tombe à 0 à 10% sur des tâches complexes, sur des projets plus legacy, on va dire. Et nous, ce qu'on se dit, on croit très fort en ça, c'est en formant les devs aux bonnes pratiques, et en particulier avec le spec-driven development dont on parlait tout à l'heure avec Bastien, c'est qu'on sera justement en dehors de cette moyenne, on pourra maximiser ce gain en productivité sur des tâches complexes, sur des projets plus matures. Donc aller au-delà de ces moyennes. Très rapidement sur cette slide, comment on fait en pratique, plutôt c'est quoi les bonnes pratiques qu'il y a derrière. On en a parlé tout à l'heure, je reviens là-dessus. On a le vibe coding tout en bas avec un gros warning, c'est-à-dire le vibe coding tout seul où on ne cadre pas, ça ne fonctionne pas, à moins de faire juste du prototypage très simple ou des fonctionnalités qui n'ont pas visé à être en production. Il y a tout un tas d'autres piliers au-dessus. La planification, encore la planification, donc être capable de prendre du recul en amont de l'appel à l'agent pour que, voilà, par exemple, créer des fichiers de contexte pour lui dire quoi faire, pour lui donner tous les éléments de contexte dont il a besoin. Vérification humaine, très important toujours, pareil, on ne veut pas introduire de la dette technique. Context engineering, prompt engineering, je ne vais pas donner beaucoup de détails là-dessus, les règles custom, le concept de base du spec-driven development, les options pour connecter à des serveurs MCP, etc. Donc c'est avec tout ça, et ça forcément ça passe par des formations en général aussi, voilà, une certaine expérience quand même à acquérir pour pouvoir le faire proprement. Et quelques slides pour terminer du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a mis en place chez Orisha dans ce contexte. Donc on a
demander à nos développeurs de choisir une licence. Nous, on a 2 propositions. Les personnes qui sont dans un écosystème AWS, c'est à peu près 50% de l'écosystème chez Orisha, c'est une licence Amazon Q et GitHub Copilot sur les gens qui sont sur une stack Azure. On est à peu près 50-50 chez Orisha et je vous expliquerai ce choix aussi précis dans la slide suivante. Deuxième décision, c'est de centraliser la gestion des licences. Donc, comme je disais, on veut aucune barrière à l'entrée. Donc, on fournit, on paye les licences au niveau du siège et tout le monde a directement sa licence qu'il peut activer dans son IDE, prêt à l'emploi. Pas beaucoup de démarches, donc ça simplifie beaucoup l'adoption. L'organisation de formation dédiée avec AWS, justement, et des experts. On est en train d'organiser des sessions qui auront lieu en novembre. Tous nos devs qui ont une licence Amazon Q auront une journée entière de formation avec un expert d'AWS pour nous aider et pour avoir justement monter en compétence sur ces bonnes pratiques. Et enfin, mesure du succès, donc tout ce qui est KPI, on est aussi bien sûr en train de mettre en place des mesures de l'adoption, de la satisfaction des devs aussi, et bien sûr du gain en productivité, qui n'est pas une chose facile à faire, donc ça demande quand même pas mal de travail effectivement pour avoir cette mesure. Pourquoi Amazon Q, pour terminer? Alors, premièrement, comme je l'ai dit, l'intégration native avec l'écosystème AWS. Donc, ce n'est pas uniquement du code. Il connaît aussi tout l'écosystème et est capable de faire du CLI et du déploiement, par exemple, de gérer une infrastructure. Il y a également donc, Amazon Q Developer, il y a Amazon Q tout court dans la console AWS aussi. Donc, ça complète bien l'ensemble d'outils. On va avoir des nouvelles features et améliorations régulières. Comme on a un contrat, comme on est une entreprise Cloud First, Azure et AWS, on a aussi des réductions, c'est-à-dire qu'on a un package complet où on va fournir des licences. Les licences vont être à prix réduit et avec les formations qui sont fournies avec. Donc justement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé aussi dans notre choix, en plus du support client récurrent, voilà, avec qui on peut échanger s'il y a un souci pour améliorer telle ou telle chose. Et enfin, le dernier point ici qui est très important, ce qu'on disait en tant que spec-driven development, comme AWS est plutôt pionnière sur cette méthode de vibe coding à la AWS, dont Bastien parlait tout à l'heure, nous on croit beaucoup en cette méthodologie, c'est-à-dire créer des fichiers intermédiaires de contexte, de tâches pour planifier en fait avant d'envoyer le prompt à l'agent. Nous, on croit beaucoup en cette approche et donc c'était aussi quelque chose qui nous a fait choisir Amazon Q. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien et on a déployé 160 licences Amazon Q avec un objectif de 200 d'ici quelques semaines au sein de nos équipes de dev. Aujourd'hui, 75% d'utilisateurs actifs chaque jour, 35% de lignes de code générées par IA qui sont acceptées, ce qui est déjà plutôt pas mal, et le but c'est que ça augmente derrière une fois qu'on aura fait les formations et que les personnes deviennent plus expérimentées au fil de l'eau. Et l'objectif final, c'est d'aller au-delà des 40% de productivité, que ce soit sur des tâches simples ou complexes, sachant que les modèles vont aussi s'améliorer avec le temps, bien sûr, mais c'est surtout cet entraînement et cette expérience en AI coding qui nous permettra d'aller plus loin. Et je vous remercie. Et avant de partir, si vous pouvez scanner le petit QR code pour vos feedbacks, c'est toujours apprécié. Comme ça, on saura si vous aimez ce genre de sujet, qu'est-ce que vous voulez voir l'année prochaine. Parce que ce que vous venez de voir, ça reste les nouveautés de l'année 2025. Imaginez où on sera dans un an, sachant qu'on était déjà très loin en 2024. Sur ce, bonne fin de journée à tous et je vous laisse profiter des autres sessions.